Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo très importante sur comment bien maîtriser Flopzilla, qui pour moi est l'un des outils, qui plus est, je pense, l'outil le plus important, le plus intéressant, le plus optimal au poker pour travailler le jeu. L'avantage de Flopzilla, c'est qu'on va vraiment pouvoir se concentrer sur ce qu'on estime de la réaction des adversaires et comment on va pouvoir déterminer quelle est la meilleure action avec tout simplement l'essence même du poker, c'est-à-dire la FE nécessaire, donc le risk-reward nécessaire, nos odds, etc. On va vraiment se concentrer sur les choses les plus importantes et non pas, on va dire, comme c'est le cas par exemple avec GT Wizard, se baser sur des stratégies théoriques et non pas sur les stratégies adverses. Donc voilà, le but pour cette vidéo, ça va être de découvrir comment Flopzilla fonctionne. On va faire une HH test. J'ai une HH justement que j'ai jouée il y a pas longtemps qui est parfaite pour l'utilisation de Flopzilla puisque ça va être une HH où on va avoir nécessité de bien comprendre les différents buckets, les différents groupes de mains adverses. Donc, on va juste voir rapidement les différents onglets et ensuite on va directement rentrer dans l'action. Pour moi, encore une fois, le mieux pour comprendre les choses, c'est surtout de faire des exemples. Donc ici, vous avez un onglet pour rentrer différentes ranges que vous avez pu construire. Ici, différents paramètres. Ici, par exemple, on peut analyser le jeu en multijoueur en mettant différentes ranges. Là, on va vraiment se focus sur une seule range. Ici, c'est là où vous allez pouvoir mettre les cartes mortes ou alors vos cartes pour permettre de voir votre équité par rapport à la range qu'on va pouvoir attribuer ici. Et tout simplement, ensuite, vous allez voir, ça va être assez intuitif. Ici, vous avez 2-3 réglages, etc. Mais encore une fois, on ne va pas s'attarder là-dessus. On va regarder vraiment ce qui est intéressant et ce qui sert le plus. Donc ici, on est parti directement. Donc c'est une main qui a été jouée en 1K. On a l'open de Dennis Hand, qui est un joueur régulier. Ici, avec Valet 9 off, ça va être close entre call et fold. Mais ici, j'ai estimé que j'allais faire de l'argent à call. Donc ici, j'ai décidé de call. On arrive sur Dame 4-3. Encore une fois, ici, on ne va pas du tout s'intéresser à quelle est la stratégie GTO pour notre adversaire. Est-ce qu'il a du bet share, du bet small, etc. On va faire une estimation à chaque fois de ce qu'on estime de sa réaction. Et on va voir, à partir de ça, quelle va être la meilleure option. Donc ici, notre adversaire qui décide de miser un tiers. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui attribuer sa range d'open. Ok. Donc ici, je m'attends à ce qu'il open une range environ de 45%, donc avec toutes ces mains-là. Ok. L'avantage également de pouvoir enregistrer vos ranges, c'est que vous allez pouvoir les réutiliser pour simplement rentrer la range adverse. Donc ici, voilà, je pense qu'il va open une range dans ce style. Encore une fois, ça va peut-être pas être ça au combo près, mais l'idée, c'est voilà, de faire une estimation. Tous ces combos-là, 9-8 off, peut-être qu'il va le fold, etc. Mais encore une fois, c'est une estimation. Pareil, As-2 off, As-3 off, il est censé les fold. Mais encore une fois, on va faire une estimation. Je pense que 45%, c'est assez représentatif de la réalité. Voilà, 44-45%. Donc on lui a attribué sa range. Maintenant, on va mettre la range qui arrive au flop. Donc encore une fois, vous avez la possibilité ici de estimer une pondération de combo. Donc si vous estimez qu'il open que 50% de 9-8 off, etc., vous pouvez le mettre comme ça. Voilà, ça c'est assez intuitif. Et maintenant, là, on va mettre le board. Donc le board, c'est Dame 4, 3, ok, avec un flush draw. Et ici, donc déjà, on va estimer quand notre adversaire mise un tiers, avec quelle main est-ce qu'il fait ça. Je m'attends sur un board assez, on va dire, déconnecté, quand l'adversaire mise un tiers, qu'il ait une stratégie de bet range, c'est-à-dire qu'il va miser avec toutes ses mains, estimant qu'il va avoir beaucoup de FE contre beaucoup de mes mains. Je vais avoir plein d'autofold ici, des rois 10, des rois 9, plein de mains que je vais fold. Donc en fait ici il peut vite bet un tiers avec toute sa range. D'ailleurs on va rentrer nos mains ici pour voir notre équité justement à chaque fois vers sa range et également que ça les retire de sa range puisque vu que nous on a valet 9 il peut pas l'avoir. Enfin il peut pas avoir le combo de valet de cœur et le combo de 9 de carreau. Et donc ici je m'attends à ce que quand l'adversaire bet un tiers, il bet un tiers avec toute sa range. Donc ici voilà, je vais lui attribuer toute sa range. Donc les proportions ne changent pas puisque c'est la range qui est arrivée au flop. On va regarder déjà qu'est-ce qu'on peut faire ici. Est-ce qu'on va call, est-ce qu'on va fold, est-ce qu'on va raise? Ici, ce qui va être intéressant, alors on va ouvrir un petit bloc-notes. Alors, tac. Ok, parfait. Nickel. Du coup, ici, on va ouvrir un petit bloc-notes et on va regarder simplement les combos qui vont potentiellement fold vs raise. Donc ici, l'adversaire a 100% de sa range, on voit que ça représente 480 combos. Donc, ok, tac. 100% de sa range. Hop, petit bug de clavier. Ok. 100% de sa range, c'est 480 combos environ. Vous voyez le nombre de combos total, on peut le voir ici. Ok.
Et maintenant, on va regarder les combos qui fold quand je check raise. Donc ici, je pense que quand je vais check raise, il va call ou raise, hein, parce que ce qu'on va regarder, c'est notre FE, les mains qu'on va faire folder. Je pense qu'il va call ou raise. Honnêtement, toutes ces PPE, je pense quand même que paire de 2 va folder. Je pense que ces bottom pairs vont trop call sur ce board. Il va être censé en folder une fréquence. Mais le truc, c'est que j'ai tellement de draw naturels et tellement peu de mains fortes, parce que mes mains fortes en perçu, ça va être dame 4, dame 3, 4, 4, 3, 3 et potentiellement des as, dame, roi, dame que j'aurais pas 3 bêtes. Donc au final, j'ai très peu de mains fortes sur ce board en perçu. Donc je pense que toutes ces paires, il va les call. Également, je pense que tous ces draws, il va les call. Également, les gut shots, je pense qu'il va également les call. Par contre, pour moi, tout ce qui va être donc les 2 over, as-roi, il va call. Tout ce qui va être des backdoors comme roi 9 de trèfle, etc. Les gens sont censés en call en fréquence, mais ça va pas être assez fait. Donc je vais tous lui enlever. Je vais même pas lui en mettre en fréquence. Pour moi, il va juste tout simplement trop les fold. Alors ici, on pourrait se dire, oui, mais du coup, là, quand on enlève cette partie de range-là, on voit qu'il y a des 6-4, etc. Mais ici, il va les call 6-4. En fait, le truc, c'est que ici, 6-4, ça va être contenu dans le field bottom pair. Et donc, on voit qu'il considère bien 6-4. OK ? Donc pour moi, il va folder ces mains-là. Donc tac, tac, tac. Et donc ici, on voit que les no man's end ont été mis. Ça, on va les enlever. Les no man's end, simplement les purs trash. Donc c'est par exemple valet 10, etc. Donc ici, on voit que quand on check raise, je m'attends à faire folder. Bah, on voit du coup ici 52, enfin je m'attends à ce qu'il va call 52% de sa range. Là, c'est que les mains qui vont call. Donc on voit qu'il va call que 251 combos sur les 482 qu'il avait. Donc maintenant, on va regarder un petit peu notre risk reward. Parce qu'encore une fois, c'est ça qui est intéressant, c'est regarder notre risk reward. Ici, donc, je vais me demander, ok, quel size pour moi va faire folder les trash chez l'adversaire, genre les rois 10, valet 10, etc. On n'a pas besoin de faire très cher. Donc ici, je pense qu'un sizing entre 3 et 4x va être assez intéressant. Ici, une game, j'ai décidé de bet 50, donc environ 3.5x. Et donc, on va regarder notre risk reward nécessaire. Ok. Hop. Donc ici, on voit que donc on va risquer 50 pour un pot qui fait 73. Donc la formule du risk reward, risque 50 divisé par risque 50 plus reward 73. Ok. Encore une fois, Flopzilla, c'est un exercice, j'aurais dû le dire dès le début, mais c'est un outil qui est utile en live comme online. Parce qu'en fait, que ce soit online ou en live, vous allez jouer des spots où c'est ultra intéressant de comprendre comment les ranges vont interagir. Donc voilà, je pense que je mettrai un petit message au début de la vidéo pour pas que les joueurs de live s'enfuient en courant. Mais c'est vraiment un outil qui est intéressant. Là, j'ai pris une main que j'ai jouée online, mais j'aurais pu également prendre une main que j'ai jouée en live. Désolé pour les bruits potentiels. Je ne sais pas si ça va s'entendre, les bruits de travaux. Évidemment, on est à Sihanoukville, donc évidemment, il y a des constructions tous les jours. Donc ici, risque divisé par risque plus reward. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Attendez, je crois qu'il y a un petit bug. Risque, donc on va risquer 50, divisé par ce qu'on risque 50, plus ce qu'on va reward, ça va être 73. Qu'est-ce qui n'est pas good? Parfait. Donc on voit que là, ça fait à peu près 40%. Donc on voit que notre risk reward, donc je vais mettre RR, c'est 40%. On a besoin que notre bluff passe au moins 40% du temps pour générer de l'argent. Or ici, en l'occurrence, on a vu que notre adversaire foldait 48%. Donc FE égale 48%. Donc on voit qu'ici, on va générer 8% du pot en EV. Ok. Donc, je ne sais pas si c'est exactement ça les termes, si c'est 8% du pot en EV. Moi, je considère que c'est comme ça. Donc, en gros, j'estime qu'ici, dans le pot qui va faire 73, quand on va raise, on va récupérer 8% du pot en EV. Et donc, naturellement, en fait, ce qu'il faut surtout regarder, c'est est-ce que notre FE va être supérieur à notre risk reward. Donc, ici, on voit que c'est le cas. Mais surtout, chose importante, quand notre adversaire va call, alors déjà on a de l'équité, on voit qu'on a encore 20% quand l'adversaire call, mais on a également un barrel effect, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire folder des mains à l'adversaire. On voit quand même qu'il a beaucoup de mains faibles, on voit qu'il a des as-roi, on voit qu'il a des middle pairs, des pocket pairs, etc. Donc on voit quand même qu'on a encore de l'équité. Donc on a déjà un bluff qui a assez de FE, c'est-à-dire que là, si on raise et que l'adversaire du coup fold ses 48%, même si on perd tout le temps, 100% du temps le coup par la suite, on voit qu'on a quand même déjà généré un profit. Mais on voit que malgré tout, on va pouvoir avoir des lines de bluff, potentiellement des lines de value si on touche une paire, etc. Et donc, alors, je pense qu'avec une paire, on sera plutôt dans un spot de catch. Mais en tout cas, on voit que voilà, on a quand même de l'équité. Donc ici, c'est pour ça que j'ai décidé in-game de prendre le spot de raise. Alors, la question pourrait se poser, est-ce qu'ici, on n'a pas envie de raise toutes nos trash au vu du fait qu'il fold tout? Parce qu'au final, bah, ici, une main comme... quelle est la pire trash qu'on pourrait avoir? Je ne sais pas. Imaginons qu'on a 8-7 off. 8-7 off, par exemple, 8-7 de pique. On pourrait se dire, bah non, c'est un auto-fold. Mais au final, bah, vu que l'adversaire fold plus que nécessaire, je vous pose la question. Est-ce qu'on ne va pas raise bluff ça? Je me pose la question. Du coup, ici, l'adversaire décide de call. Donc là, bah en fait, c'est très simple. C'est la range qu'on a déjà sélectionnée, qu'on estime qu'il va coller. Maintenant, vient un 2 de cœur. Et là, in-game, c'est vraiment très compliqué d'estimer si le 2 barrel va générer de l'argent ou pas. Hop, on va enlever le filtre. C'est vraiment compliqué in-game de voir si le 2 barrel va générer de l'argent ou pas. Parce qu'en fait, on voit quand même, il y a des dames X, il y a des overpairs, il y a des paires plus cœur, il y a des flush draw, etc. On se dit, oula, ça fait quand même beaucoup de combos qui vont call. Et d'ailleurs, in-game, j'ai checké.
in-game, j'ai checké. On peut voir que j'ai pris quand même pas mal de temps. Alors là, c'est en accéléré. Mais j'ai pris un bon 30 secondes pour checker parce que honnêtement, je ne savais pas trop quelle était la meilleure option. Mais in-game, j'étais un peu en mode, ok, je suis vraiment pas sûr que check c'est la meilleure option. Donc on va noter le spot et on va le regarder. Maintenant, ce qu'on va regarder, encore une fois, c'est on va estimer ce qui va call en fonction de différents bet sizing. Et ici, pour moi, le sizing qui me vient en tête, c'est le bet MIPO. Ok. Donc ici, quand on bet 1,5, donc on risque 1 divisé par risque 1 plus reward 2. Ok. On a besoin que ça passe 33% du temps. Ok. Bet 1,5, on a besoin que ça passe 33% du temps. Sans compter notre équité, la barrel effect qu'on va avoir river, etc. Maintenant, on va regarder quand on bet MIPO, ce qu'on estime que l'adversaire va call. Alors, chose importante qu'on n'a pas faite, au flop, je pense que l'adversaire, s'il a des mains comme des brelans, comme 4-4-3-3, je pense qu'il peut en raise en fréquence, parce que le board est assez dynamique. Mais on va lui mettre que 50% du temps. Donc voilà, ici pareil, vous pouvez également sélectionner les combos. Donc on revient sur ce 2 de cœur, et maintenant ici on va estimer quelles sont les mains qu'on estime que l'adversaire va call ou raise. Pour encore une fois, estimer notre FE. Est-ce que notre FE va être supérieur aux 33% nécessaires? Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, quand on bet MIPO, qu'est-ce qu'on estime que l'adversaire va fold. Pour moi, le bet MIPO est un sizing très intéressant parce que pour moi, il va être assez suffisant pour faire folder les middle pairs sans cœur, mais également les As-Roi sans cœur. Et au final, on va se rendre compte que tout ça, ça fait quand même quelques combos et qu'on atteint vite notre FE. Donc ici, les flush, évidemment, il va les call ou raise, les straight également, les sets également. Ici, on va prendre un scénario où il va call toutes ses top pairs. Je pense que la population va trop call top pair ici, même si honnêtement, une main comme Dame 8 de pique, je pense quand même qu'il y a des gens qui vont folder, mais encore une fois, on va prendre un scénario pessimiste parce que déjà, si le scénario pessimiste il est optimal, bah, c'est qu'a priori, on aura clairement un spot de raise bluff, un spot de barrel bluff. Donc les top pairs vont call. Là, les PP, on va pas les mettre, on va sélectionner que ici les paires plus flush draw. Ok. Donc ici, bah, flush draw, ça considère les paires plus flush draw et les flush draw. Ça, je pense que ça va pas fold. Nuts flush draw, ça va pas fold. Second nuts, ça va pas fold. Les weak flush draw, donc 10-10 avec un cœur, etc. Pour moi, pareil, ça va pas fold. Ça considère As-3 off, donc As-3 avec le 3 de cœur, pareil, on va considérer que ça va call. Open-ended, alors c'est des paires plus draw, donc je pense que ça va call également. Et donc ici, on voit que si on bet MIPO et que l'adversaire call uniquement ses flush, deux paires, brelan, paire plus cœur et flush draw, bah, il fold quand même 25% du temps. Et donc on pourrait se dire, bah, du coup là notre FE c'est 25%. On pourrait se dire, ah ouais, mais du coup notre FE c'est que 25%, on avait besoin de 33%. Sauf que là, chose importante, on voit que là du coup on va mettre les mains qu'on estime que l'adversaire va raise. Je pense que quand on bet MIPO ici, notre adversaire va raise assez souvent, on va lui mettre que 33%. Je pense qu'il va raise très souvent ses flush à 6 et je pense qu'il va raise assez souvent ses flush KX. Okay, on pourrait fréquencer aussi d'autres choses, mais encore une fois, voilà, on fait un scénario qu'on estime. Là, ça ne veut pas dire qu'on a 28% de FE. Hein. Ça considère qu'il va raise ces mains-là. Nous, quand on considère notre FE, on regarde ce qu'on va faire folder. Ce qui call ou ce qui raise, ce n'est pas de la FE. Okay, et donc ici, on voit que quand on raise, l'adversaire va folder 25% de ses mains et raise 4% de ses mains, encore une fois en estimation, mais que arrivé river, du coup, on aura encore 19% d'équité face à cette range. Donc on voit qu'on a 25% de FE et qu'on a 19% d'équité. Okay, et donc ça en cumulé, ça nous fait du coup 44%. Okay, donc ici on voit que 44%, on voit qu'encore une fois, notre FE plus notre équité va être supérieur à notre risk-reward nécessaire. Okay, mais qu'encore une fois, ça ne prend pas encore en compte la potentielle FE qu'on va avoir river. Et pour moi, c'est ça qui va faire que le 2 barrel into le 3 barrel va être extrêmement intéressant. Maintenant, on va mettre une random river, donc on va mettre une blanche, par exemple un 8 de pique. Et là, encore une fois, on va regarder ce que l'adversaire va call et ce que l'adversaire va fold. Donc ici, pour moi, la river, on représente quand même énormément de mains fortes. On a des 5 et 6, des flush, des brelans, des deux paires. C'est ça également l'avantage de bet MIPO à la turn. Et c'est pour ça que c'est un sizing qui, en théorie, est quand même également souvent utilisé. C'est qu'en fait, on a quand même beaucoup de mains qui veulent value à la turn. On a quand même beaucoup de deux paires, de brelans, de quintes, de flush. Donc ici, si on bet 3 quarts, l'adversaire peut vite se dire « Attends, bah là, du coup, il se polarise quand même entre des bluffs ou des flushs. Donc il a quand même moins de combos de mains fortes. » Alors qu'en misant MIPO, votre range perçu comporte plus de deux paires, de brelans, de flush. Et donc, je pense que l'adversaire va nous voir sur plus de mains fortes. Et donc ici, à river, là par contre, bet 3 quarts avec nos brelans fait assez sens puisqu'il pourrait se dire que justement, nous avec nos brelans, maintenant, une fois qu'il a call, on s'estime assez serein et donc on peut également utiliser un bet 3 quarts avec ces mains-là. Donc moi, le sizing que j'estime à la river, ça serait le bet 3 quarts ou le bet pot. Mais je pense que le bet 3 quarts représente un peu plus une stratégie globale et j'ai l'impression que les gens foldent un peu plus vers ce size.
Donc ici, le bet 3 quarts, encore une fois, quel va être notre risque reward? Donc on risque 3 divisé par risque 3 plus reward 4. Donc 3 divisé par 7, en gros, ça va faire 43% environ. Ok? Donc, je crois que c'est ça. Hein, 42,7, je crois que c'est 42,7, un truc comme ça. Donc risque 3 divisé par risque 3 plus reward 4. Ok? On a besoin que ça passe 43%. Ok, donc ici, on a besoin que ça passe 43% du temps. Maintenant, on va regarder, du coup, quand on mise 3 quarts, est-ce qu'on estime que l'adversaire va fold assez? Donc là, on voit que dans la main, j'ai pas de barrel. Et river, j'ai estimé que je faisais pas fold assez de main en bet check bet. On pourrait réfléchir à bet check bet quand même contre les As-Roi, les pockets, mais je pense que les gens collent un peu trop ces lines là, donc j'ai pas prise. Mais c'est pour ça, le spot est plus trop intéressant à partir de maintenant. Là, on va vraiment se focus sur le scénario, on aurait raise turn pour voir si river, on a de l'intérêt à 2 barrels. Donc ici, maintenant, arrivé à la river, on va regarder toutes ces mains qui vont call vs bet 3 quarts. Donc évidemment, tout ce qui va être les quintes, les flushs, les straights, les 2 paires, etc. Évidemment, tout ça, je pense que ça va call. Honnêtement, ici, quand vous misez 3 quarts, il y a quand même des joueurs avec 4 et 3, ils vont quand même bien se chier dessus parce qu'au final, ça reste un bluff catcher. Donc ils vont folder. Mais on va, encore une fois, estimer un scénario assez pessimiste où l'adversaire résonne un peu plus en termes de valeur absolue. Et donc la valeur absolue, la valeur relative, c'est quoi? La valeur absolue, c'est la valeur absolue de votre main, donc 2 paires, brelan, etc. La valeur relative, c'est la valeur de votre main par rapport à la range adverse. Ici, 2 paires, donc 4 et 3, a la même valeur que paire de 9. Parce qu'en fait, ici, nous, on est polarisé entre des mains qui battent 2 paires et des mains que 2 paires battent. On n'a pas de value cut par rapport à 2 paires. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on n'a pas bet cher avec roi dame, par exemple. Donc ici, ça a la même valeur. Mais on va estimer, encore une fois, scénario pessimiste, que l'adversaire colle toujours ces 2 paires. On va estimer que 2 as de roi, il va coller en fréquence, mais encore une fois, check raise flop, bet turn, bet 3 quarts river, il y a quand même énormément de joueurs qui vont folder. Donc on va lui mettre 50% du temps, mais honnêtement, je pense que ça passe quand même extrêmement souvent. Et les top pairs, allez, on va mettre as dame roi dame 50% du temps, mais c'est vraiment pour dire, mais il y a quand même énormément de joueurs qui fold. Ok? Donc on va mettre cette range là. Et par contre, là, on voit que tout ce qui va être les autres top pairs, pour moi, il va toujours les folder, honnêtement. Sauf info que le régulier est CS ici. Tout ce qui va être 10-10, 9-9, ça va folder. Les PP seconde carte, donc 7-7, 6-6, 5-5, ça va folder. Les weak pairs, ça va folder. Les As-6, ça va folder, etc., etc. Et donc là, on voit que l'adversaire river ne call que 44% de sa range. Et donc que notre FE, du coup, c'est 56%. Et donc ici, on a bien 56 qui est bien supérieur à 43, donc supérieur à notre risk reward. Donc, et encore une fois, c'est ça qui est important. On voit que, hop, petit bug. Ah, le clavier QWERTY. C'est bon? Non? Ok, magnifique. Du coup, ici, on voit bien que notre risk reward et notre FE est supérieur à notre risk reward, et donc on va avoir un bluff EV+, magnifique. Et donc, ça montre à quel point Flopzilla, c'est quand même un logiciel qui est super intéressant parce que ça vous permet de mieux comprendre comment les ranges interagissent avec les boards, comment est-ce qu'elles vont évoluer en fonction des run-out, etc. De comprendre la proportion de chaque bucket, de chaque groupe de mains. En fait, un bucket, c'est quoi? C'est le bucket, par exemple, le bucket straight, c'est tous les combos de straight. A5, c'est une main, c'est un combo. Les combos de A5, c'est des combos, ok? Le bucket straight, c'est un ensemble de mains. Mais on pourrait également créer des plus gros buckets. Par exemple, là, on voit qu'il sépare les mains comme PP seconde card, 8 paires, etc. On pourrait créer un bucket juste weak pair, ok? Donc voilà, mais Flopzilla, ça permet de voir comment les buckets vont interagir avec les boards, voir notre équité face à cette range-là, voir notre FE, pouvoir filtrer l'évolution des combos, faire un petit peu un système d'avancée de la range, et on voit que la range va diminuer au fur et à mesure, et donc on va pouvoir voir quelle va être la meilleure action. Donc honnêtement, pour les 25 $ que ça coûte, je pense vraiment, et ça va encore une fois dépendre des limites que vous jouez, mais même pour moi en NL2, ok, ça coûte 12,5 buy-in. Enfin, pour moi, c'est largement rentabilisé. Et puis bon, même quand on joue un NL2, on n'a pas 100 € de côté, quoi. Donc, on peut quand même investir dans ça. Honnêtement, pour moi, c'est largement nécessaire. Et quand je vois qu'un abonnement Wizard, ça coûte, je sais plus, 60 balles ou 90 balles par mois, et qu'au final, pour moi, c'est pas si utile que ça avant quand même un bon moment. Pour moi, il faut vraiment se focus sur ça. Et en plus, l'avantage de Flopzilla, c'est que vous soyez en live ou online, c'est un logiciel qui est tout simplement très intéressant pour arriver à comprendre ça. Encore une fois, c'est un exercice qui va vous prendre du temps au début, le temps de bien maîtriser les différents paramètres. Je pense que votre premier Flopzilla, ça va peut-être vous prendre un bon une demi-heure, 1 heure. Mais une fois que vous allez être rodé, alors encore une fois, il faut faire bien propre pour bien comprendre les choses. Mais vous pouvez quand même en faire un en 20 minutes, une demi-heure. Ça reste quand même relativement rapide. Et là, alors, on va... attendez, je vais mettre pause et je vais vous montrer autre chose.
Ok. Et donc, moi ensuite, mon but, une fois que j'ai analysé ça, ça va être de prendre des screens de l'exo que j'ai fait pour voir justement comment est-ce que je vais pouvoir améliorer ça. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est Notion. C'est une plateforme où vous allez pouvoir tout simplement créer des onglets, etc. Et moi, je l'utilise pour les révisions. Donc cette partie-là, et c'est un template qu'on a pour la team où ça sert pour les révisions. Et donc en fait, là, du coup, comment est-ce que je vais tirer des conclusions? Parce que c'est bien beau de faire le Flopzilla, mais si vous n'en tirez pas de conclusion, ça va pas être intéressant. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est, ok, donc flop. Là, déjà, je vais mettre, donc on avait dit au flop, donc là, je vais mettre check raise 3.5x, donc risk reward égale, du coup, on avait dit que ça devait passer 40% du temps. Bah, vous savez quoi, on va juste simplement copier-coller ça. Hop, tac. Donc en fait, c'est un petit peu là où je mets ma synthèse de l'analyse que j'ai faite. Ok. Donc flop, risk reward 40%. Ok, la turn, tac. Ok. Et là, la river, tac. Ok. Donc, normalement, je détaille, etc. avec, on va dire, ok, je pense qu'il fait ça, etc. Mais l'idée, voilà, c'est juste pour vous montrer. Et en fait, ce que je vais faire, c'est qu'ensuite, je vais mettre des screens à l'appui parce que ça reste toujours intéressant. Donc là, flop, du coup, je vais mettre que l'adversaire va folder 52% de sa range. Donc là, j'ai enlevé les filtres. Hein, donc c'est bien la range au flop. Donc, je vais prendre un screen de ça. Ok. Alors, non, my bad. J'ai pas pris le bon screen. Il faut aller au flop. Ok, tac. Ok, nickel. Je sais pas si ça va bug au niveau du replay. Ok. Donc en gros, je vais mettre des screens. Hop. Ensuite, du coup, on avait dit turn qu'il allait a priori folder. Alors là, du coup, ça compte 72%. Ça compte 72%, mais ça compte pas du coup les 4 combos, enfin les 4% de flush qui vont raise, ok. Et arrivé river, du coup la river, on avait estimé, si on considère une blanque, qu'il allait folder toutes ces mains là. Ok. Ok. Et donc en fait, ce que je vais faire, c'est que là, voilà, j'ai quand même des photos à l'appui qui montrent un petit peu le taf que j'ai fait. Je vais peut-être détailler. Donc là, par exemple, je pourrais mettre ici, quand vilain c-bet un tiers sur ce board, il va IMO, donc in my opinion, c-bet range. Ok. Donc voilà, et j'essaie de détailler, etc. Et en fait, moi, ce que je vais faire, c'est qu'ensuite, je vais réviser de manière régulière ce contenu-là pour pouvoir tout simplement le mémoriser et l'intégrer dans ma mémoire à long terme. On a posté récemment des vocaux sur Telegram qui expliquent un petit peu le concept de répétition espacée, le concept de compétences inconscientes, etc. et de pouvoir intégrer ce qu'on apprend. Donc je vous laisse regarder tout ça. Donc voilà, c'est comme ça que je travaille, que ce soit pour mes reviews perso ou alors pour les reviews des membres de la team. On travaille également comme ça. On travaille de deux manières différentes. Soit on va vraiment se focus sur quelques spots en particulier avec des Flopzilla, on va vraiment aller en profondeur dans les HH. Soit on va enchaîner beaucoup de HH pour voir beaucoup de concepts clés. Et une fois que les principaux leaks sont corrigés, les principales blunders sont corrigés, là, on va vraiment se focus sur aller en profondeur dans les spots, regarder comment les buckets s'évoluent, etc. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tuto slash méthode d'apprentissage vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je pense que globalement, on a fait le tour. J'espère que la qualité de la caméra sera mieux. J'ai mis en 4K, normalement, j'ai réussi à le régler en 4K, donc normalement, ça serait bon. J'espère que les bruits de travaux ne se sont pas trop fait entendre pendant la vidéo. Franchement, Sianouville, il y a des travaux littéralement tout le temps, mais absolument tout le temps. C'est la ville du futur. Ça construit de fou. Donc voilà, prochainement, il va y avoir un live play en GoFast NL10 qui va arriver, en Russian Cash NL10 qui va arriver. Je sais que c'est un format que vous aimez pas, mais je l'avais déjà record, donc je vais la poster. Et ensuite, promis, on va en régular, tranquillou pilou. On arrête de jouer cette table dégueulasse. Le vlog d'Emilio est sorti également récemment, si je dis pas de bêtises, il sera déjà sorti. Et dans tous les cas, il y en a un par semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. On est 900, 1000 abonnés. On a un peu moins de 1000 abonnés, je crois. On a à peu près 900 abonnés. À 1000 abonnés, on va organiser déjà un concours. On va faire gagner pas mal de tickets Winamax, évidemment, pour pouvoir aller jouer des gros tournois à 25, 50 euros ou plus, etc. Et on va également organiser une FAQ, une foire aux questions, évidemment, pour pouvoir répondre à toutes vos questions, toutes vos interrogations, que ce soit sur la chaîne YouTube, le projet Elite Poker, les phases de recrutement qui vont avoir lieu après Vegas, quel est notre objectif avec la team, enfin bref. Toutes vos questions, on y répondra avec très grand plaisir. On a juste trop hâte. Là, on est un petit peu encore dans la phase de, comment dire, poster les vidéos, poster les vlogs, etc. Et on va dire, on essaye au maximum de faire croître notre communauté pour pouvoir vraiment à Vegas pouvoir partager notre aventure avec un maximum de personnes. Mais honnêtement, j'aime pas trop faire du teasing parce que voilà, j'aime pas faire du teasing pour rien. Mais c'est que le début
Et sincèrement, vous allez kiffer. La période Vegas, vous allez kiffer. On va noyer les réseaux. Genre vraiment, on va noyer les réseaux. On sera partout et ça va être vraiment un truc de fou. Et j'espère pouvoir partager ça et on espère pouvoir partager ça avec un maximum de personnes. N'hésitez pas à vous abonner, à nous poser des questions et des gros bisous.